En ce qui concerne le groupe de travail association, j'avais donc envoyé 90 questionnaires donc, en Normandie à différentes associations qui touchaient en fait de près ou de loin donc les maladies rares, parce que j'ai aussi touché le monde du handicap, parce que bien souvent, bon, qui dit maladie rare dit aussi handicap, et voilà. Donc, et on a reçu 25 réponses. Donc, à partir de là, avec des personnes d'associations amies, et on a travaillé pour essayer de faire une synthèse de ces 24 réponses. Le questionnaire était basé sur 10 questions. Donc, je vais essayer de vous en faire donc une synthèse, et puis René Berthoud va m'aider. La première question, c'était protocole de recherche, parents, patients, êtes-vous demandeur? Donc, bien sûr, majoritairement, bon, tout le monde souhaite donc son demandeur de protocole de recherche. Voilà. Quelques-uns s'abstiennent de répondre, bon, ou ne pas répondre. Bon, voilà, sans plus d'informations. La deuxième question. Que peut-on faire pour lutter contre l'errance du diagnostic? La question sur la formation initiale et continue des professionnels de santé. Quelle piste en Normandie? Quelle place pour les associations dans ces formations? Alors, ce qu'il en résulte, c'est qu'il y a une demande forte de la formation et bien sûr et de l'information, c'est-à-dire que dans les deux sens, associations et professionnels de santé, donc il faut qu'ils travaillent ensemble. En ce qui concerne bien sûr l'errance de diagnostic, donc pour certaines familles et parents, c'est qu'il y a un manque d'écoute de la part des professionnels de santé, une sorte de négation. Il y a une forme aussi de banalisation ou de psychiatrisation du diagnostic. Bien souvent, donc, on n'écoute pas la personne et il est vrai qu'on dit souvent, ben, c'est un petit peu dans la tête. C'est ce que j'ai entendu de la part j'ai eu des témoignages. Et puis, il faut donc qu'on ait en face des malades une orientation, bon, vers les professionnels compétents, et il faut trouver un rôle d'intermédiaire entre association et patients. Alors, la troisième question. Alors, tout ça, ça va nous permettre après, quand on va débattre, ça va nous permettre d'avoir des idées, ou ça va nous permettre d'avoir des interrogations par rapport à ces résultats. La troisième question. L'information disponible sur les maladies rares en région est-elle suffisante, claire, fournie, et comment l'améliorer? Alors, très majoritairement, l'information n'est pas jugée suffisante. Elle est surtout difficile d'accès pour beaucoup. On nous a parlé de l'Orne, qui est cité comme un désert médical, qui est aussi éloigné de cette information. Un seul point positif, le CHU et Internet, avec les limites bien sûr. On parle aussi du déni de la maladie. Donc, faire une information aussi pour le grand public, en commençant par les entourages familiaux, scolaires et professionnels des personnes malades. Alors, bien sûr, développer au niveau des associations, développer ce qui existe bien sûr déjà d'informations, des rencontres, des permanences, impliquer davantage les personnes publiques, les infirmiers, les médecins scolaires, et inventer de nouveaux modes d'action, comme des journées régionales impliquant toutes les associations. Bon, là, ça, c'était un petit peu des idées, des personnes questionnées. Donc ensuite on passe, donc j'ai dit que c'était la 3, la 4. Êtes-vous suffisamment connecté avec les centres de référence et les centres de compétences au niveau national et régional, et quelles solutions sinon? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a en fait deux groupes de réponses. Il y a une moitié qui a répondu ben oui, qu'ils connaissaient donc les centres de compétences et qu'ils ont été donc amenés à les rencontrer. Tant certaines personnes regrettent qu'il n'y ait pas de centre de compétences dans la région pour sa maladie. Alors là, peut-être, il va falloir peut-être évoquer la proximité, même si elle obtient des réponses via un hôpital parisien. Donc, je pense que cette personne-là doit aller très souvent sur Paris. C'est ça, sur le cas aussi. Ouais.
On note aussi encore des besoins en information, le rôle prépondérant du médecin référent, mais aussi très souvent la négation de la maladie rare par des soignants. Voilà ce qui est ressorti donc pour cette question. Sur ce dernier point abordé par Nicole, la négation de la maladie rare par des soignants, je sais que dans la salle, il n'y a pas de médecins généralistes ou très peu. On a beaucoup de mal à les faire venir. C'est évidemment pas les spécialistes des CHU qui sont visés. Les médecins généralistes débordés comme ils sont, en nombre insuffisant comme ils sont, etc., ne peuvent évidemment pas connaître toutes les maladies rares et on ne leur en veut pas pour ça. Le seul point d'amélioration qu'on voudrait travailler avec eux, c'est le fait de se poser la question si de temps en temps la personne qu'ils ont en face d'eux ne serait pas, ne pourrait pas être porteuse d'une maladie rare. C'est un réflexe qu'il faudrait qu'ils acquièrent, de se poser au moins la question. Cette personne qui vient, qui revient, qui repose toujours les mêmes questions, qui a toujours mal au même endroit, ou pas au même endroit d'ailleurs, avec des douleurs qui changent d'endroit, etc. Ça peut être quelqu'un atteint d'une maladie rare. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on voudrait faire avec les médecins libéraux. Et je supplie les gens qui sont dans la salle et qui auraient le moindre pouvoir pour nous aider à ça, de nous y aider, parce que vraiment, il y a beaucoup à faire. Alors, la question suivante, c'est: avez-vous été confronté à des ruptures de parcours de vie, prise en charge médicale, médico-sociale, sociale et intégration à la vie? Comment les éviter et avez-vous des pistes à formuler? 90%, pour ne pas dire 100%, des personnes interrogées mentionnent une rupture dans leur vie à cause de la maladie rare. Ces ruptures touchent la scolarité, 15 à 20%. Coopération insuffisante de l'éducation nationale. Je crois savoir qu'il y a un médecin de l'éducation nationale présent ici. Je ne l'ai pas rencontré avant la conférence, mais si elle est là, j'aimerais bien qu'elle intervienne tout à l'heure. Coopération insuffisante, c'est encore une fois, ce n'est pas un reproche qu'on fait à des personnes, ni même à une administration, mais il y a un besoin qui n'est pas totalement satisfait. C'est ça qu'il faut entendre. Coopération insuffisante, oui. La vie sociale et professionnelle, alors là, on passe à 60%. Ce sont des refus de prêt, par exemple, des gens qui ont une maladie rare. Quand vous faites un prêt, un emprunt à la banque pour acheter une maison, on vous demande de remplir un questionnaire médical. Si vous trichez, il n'y a pas de problème, enfin, sauf le jour où vous retombez malade et vous ne pouvez plus rembourser votre emprunt. Mais si vous êtes trop honnête et que vous dites oui, j'ai une maladie rare, ben, vous n'avez plus de prêt. Vous ne pouvez pas obtenir de prêt. Ou alors à quel prix? Donc ça, c'est un problème, c'est un vrai problème. Ce n'est pas vrai que pour les maladies rares, c'est vrai pour les cancers, c'est vrai pour toutes les maladies graves. Décision administrative trop lente. Alors ça, bon, c'est pareil, c'est pas, je ne vise pas la directrice de la MDPH ou je ne vise pas je ne sais qui encore. Elle est là, oui, c'est ça. Je l'ai cherché des yeux. Mais bon, c'est une critique, une remarque qui nous revient très souvent quand on interroge les gens. Et on aimerait bien pouvoir faire avancer les choses dans ce domaine-là. Madame Coletta pourra peut-être nous répondre sur ce point tout à l'heure, j'espère. Alors, parcours de santé, évidemment, bah oui, on en a déjà parlé, c'est les cas d'errance diagnostique, la non-reconnaissance de la maladie par des professionnels qui vous parlent de maladies psychiatriques, etc., parce qu'ils ne savent pas répondre techniquement à vos attentes. Alors, ça existe aussi, les maladies psychiatriques, il ne faut pas le nier. C'est un peu trop facile de répondre ça quand on ne sait plus traiter le problème. Il vaut peut-être mieux envoyer au CHU que de garder le client ou le patient par devers soi et de ne pas lui apporter de réponse, quoi. Simplification des démarches, raccourcissement des délais, meilleure coopération entre tous les acteurs, les administrations, les professionnels, les médicaux, etc. Harmonisation entre différents territoires. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la même qualité de réponse selon qu'on est à Caen même ou dans le fond de l'Orne.
Hein, j'ai dit l'Orne, mais j'aurais pu dire la Manche, je suis de la Manche. On n'a pas forcément les mêmes aides, les mêmes facilités. Harmonisation entre les territoires, accompagnement associatif accru, etc. Donc il y a beaucoup de demandes. Hein. Un autre moment critique, c'est le passage de l'âge d'enfant à adolescent et surtout d'adolescent à adulte. Parce qu'on n'est plus traité par les services de pédiatrie et les gens ont vraiment l'impression de recommencer le parcours du combattant à zéro. Hein. Ils ont progressé avec des pédiatres qu'ils ont appris à connaître, qui ont appris à connaître leur enfant, etc. Et puis, tout d'un coup, ah, non, c'est plus un enfant, il a 18 ans, vous passez au service d'à côté. Et on recommence tout à zéro. Voilà, ça c'est une demande aussi, qui ait plus de lien entre ces services-là. Prise en charge psychologique aussi pour les mêmes personnes, pour les gens qui passent l'âge d'adolescence, de l'adolescence, c'est déjà difficile. Quand on est malade, c'est pire encore. Quelles solutions pour accompagner, soulager les aidants? Ce sera le dernier point, je vais conclure avec ça. On en parle souvent, l'accompagnement des aidants. Il existe des choses, mais elles ne sont pas forcément suffisantes. Ce qui serait intéressant, s'il y a des gens dans la salle, on posera les questions de façon plus précise tout à l'heure, s'il y a des gens dans la salle qui savent ce qui existe et ce qui existe éventuellement ailleurs et qui n'existe pas chez nous, ça serait intéressant qu'on puisse en parler, qu'on puisse essayer de travailler à développer ça. Donc le groupe de travail sur le médico-social, ça n'a pas été très facile de réunir des personnes du médico-social. On a réfléchi sur les problématiques. Il existe toutes sortes d'établissements qui accueillent des personnes handicapées ou malades. Les problématiques qu'on entend, c'est les problématiques d'entrée en établissement, de choix de l'établissement. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Qu'est-ce qui est le mieux pour la famille? Si c'est très éloigné, quels problèmes ça va poser, etc. Quelles alternatives aussi? Alors, je ne vais pas répondre à ces questions-là. Hein. On va peut-être essayer de trouver des réponses tout à l'heure. Les alternatives, notamment, dans certains cas, est-ce que l'enfant ne serait pas mieux dans sa famille, avec une aide, bien naturellement, mais plutôt que dans un établissement. Voilà. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des pistes de questionnement. Les centres de ressources également, justement pour répondre à ces questions-là, où se renseigner, où trouver de l'aide, quel type d'aide, comment mieux faire connaître ces centres de ressources. Ça fait partie des questions qui sont revenues souvent. Le besoin de prise en charge psychologique qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que les gens attendent. Voilà. La simplification et la bienveillance administrative. Alors, on en a parlé aussi avec les associations, mais c'est normal. Les problèmes qui reviennent sont un peu les mêmes et sont un peu comparables. Donc c'est pour ça que je redis pas tout ce qui est écrit, parce que ça peut avoir l'air de rabâcher un peu. L'éducation nationale, évidemment, on en a parlé, c'est un des points qui accroche beaucoup entre l'éducation nationale et les parents, c'est la façon, l'accueil qui est réservé aux enfants malades dans les écoles. Toutes les écoles ne sont pas adaptées pour les accueillir. Les personnels enseignants ne sont pas tous préparés à les accueillir, etc. Donc ça pose des problèmes. Beaucoup trouvent leur solution, mais pas tous, et ça mérite qu'on y travaille. L'éducation nationale dispose-t-elle d'un service spécialisé dans chaque région pour gérer ces cas particuliers? Les problèmes sont-ils gérés avec la même attention partout? C'est encore la même question, qu'on soit en Normandie ou ailleurs, qu'on soit à Caen ou dans la Manche ou dans l'Orne. Est-ce que les problèmes vont se régler aussi facilement? Les MDPH, je ne vais pas insister trop parce que sont-elles conscientes que leurs délais de traitement sont trop longs? Je pense qu'elles en sont conscientes, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et puis il y a sans doute une explication aussi à la longueur des délais, donc ça on nous la donnera tout à l'heure, j'en suis certain. Quelles améliorations apporter? Au moment du passage entre l'adolescence et l'âge adulte, on revient aux mêmes questions, hein, et aux possibilités d'emprunter.
Une question qui va intéresser Monsieur Navarro et Madame Lecouvet, si elle est là. La question du reste à charge. Les règles, ça c'est une question qui nous revient souvent aussi. Les règles de remboursement par la sécurité sociale, bon, elles existent, elles sont ce qu'elles sont. Les dérogations qui permettent de rembourser au-delà de ce qui est initialement prévu. Et puis l'effort qui est ou qui va être consenti dans l'avenir pour répondre aux attentes des malades. Voilà les questions qui se sont posées dans le groupe de travail. Je vais vous présenter la synthèse de notre travail effectué. Donc, c'est surtout des questions et des constatations, pas tellement de réponses, avec beaucoup de thèmes qui reviennent. Donc, on peut identifier 4 grands acteurs en relation avec les maladies rares. On a les cliniciens, les généticiens, les chercheurs et les conseillers en génétique. Évidemment, la frontière entre ces groupes est poreuse. Un généticien peut très bien être aussi un clinicien et ou un chercheur. Concernant la génétique et donc 80% des maladies rares, le généticien a une double activité. Une activité de recherche, celle à laquelle on pense le plus facilement, mais aussi et surtout une activité de diagnostic. Donc, il y a plusieurs techniques qui vont souvent être nécessaires pour aboutir à un diagnostic. Ça va être des techniques qui sont longues ou qui sont réalisées que ponctuellement et ce qui va expliquer les délais importants de rendu d'analyse. Et une autre raison pour ces délais, c'est la nécessité d'un conseil génétique et d'un rendu de ce résultat au cours d'une consultation longue, avec des délais très, très importants pour avoir un rendez-vous. Donc il faut compter 10 mois pour avoir un rendez-vous en génétique à Caen, ce qui est mieux qu'à Lille où c'est 18 mois, en dehors bien sûr des urgences, en particulier en prénatal. Une chose qu'on avait notée qui est intéressante, surtout en pédiatrie, c'est qu'on peut faire ces analyses sans être invasif, avec un frottis jugal ou un prélèvement de salive. Donc comme dans les séries policières, on va pouvoir avoir accès à l'ADN. Alors juste quelques rapides éléments concernant notre information génétique, ce qu'on avait appelé le génome. C'est 46 chromosomes qui sont numérotés de 1 à 22, plus une paire de chromosomes sexuels, donc XX pour les femmes, XY pour les hommes. La moitié des chromosomes vient du papa et l'autre moitié vient de la maman. Notre génome, c'est 3 milliards de paires de bases. Donc les bases, c'est les lettres A, C, G et T qui vont constituer notre code génétique. Et on a seulement 25 000 gènes qui vont coder toutes les protéines de notre corps. Et au sein même de ces gènes, il existe des parties codantes, donc qu'on va appeler les exons, et des parties non codantes, qui, entre guillemets, ne servent à rien, qu'on va appeler des introns. Et l'ensemble de tous ces exons, de tous ces gènes, va constituer l'exome, qui ne représente en fait que 1% de notre génome. Il existe de nombreux modes de transmission des maladies génétiques. Et en dehors de ces maladies qu'on va appeler monogéniques ou monofactorielles, il existe des maladies qui sont dues à l'interaction entre notre terrain génétique et l'environnement, ce qui va être le cas de beaucoup de maladies rares comme les cancers de l'enfant, les maladies inflammatoires ou auto-immunes, etc. Il existe également de nombreuses techniques qui sont à notre disposition pour explorer le génome, depuis la structure des chromosomes avec le karyotype, en haut, jusqu'à la base où on va pouvoir séquencer toutes les lettres de notre génome. Alors, en fait, les laboratoires, on peut les organiser un peu en 2 niveaux. Il va y avoir des techniques qui sont réalisées dans tous les laboratoires de génétique en France. Ça va être des techniques qui ont eu un champ d'application très large, comme le karyotype, ou qui vont rechercher des maladies un peu moins rares, comme par exemple la mucoviscidose. Et puis, il y a un deuxième niveau. Il va y avoir des techniques qui sont utilisées pour rechercher des maladies très particulières, donc au sein des centres de référence ou de compétences. Donc seulement un petit nombre de laboratoires, voire un seul laboratoire, va effectuer l'analyse en France. Et ces analyses sont considérées comme
des analyses innovantes et paradoxalement sont mal remboursées par les hôpitaux. Et donc les laboratoires sont souvent en déficit. Un autre problème qu'on a, c'est avec donc le plan maladies rares, il y a des crédits qui sont accordés à ces centres de référence, mais qui en fait passent par les CHU. Et les CHU ne jouent pas toujours leur rôle, ont tendance à utiliser cet argent pour des dépenses structurelles au lieu de tout donner au centre de référence. Donc on a aussi quelques petits soucis à ce niveau-là. Alors, quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le séquençage à haut débit, ou NGS pour Next Generation Sequencing, même si maintenant ça fait quelques années qu'on utilise cette technique. Donc, pour donner un peu un exemple, avec le séquençage classique qu'on appelle Sanger, il a fallu 13 ans pour décoder tout le génome humain et près de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec le NGS, avec environ 5 000 $ et une semaine, on peut décoder le génome d'un individu. Donc il y a vraiment eu un bond technologique avec une baisse des coûts qui restent quand même élevés, mais il y a eu une grosse amélioration. Mais avec ça, il y a eu de nouveaux défis. Donc quand on va pouvoir séquencer plusieurs centaines de gènes, voire l'exome entier en routine, on va aussi avoir beaucoup d'informations. Et souvent, on est un peu coincé. On a du mal à différencier ce qu'on appelle un polymorphisme, donc une variation qu'on va retrouver chez des individus sains, et par rapport à une mutation qui va causer la maladie. On a aussi des problèmes au niveau du stockage, donc beaucoup d'informations. Donc maintenant, on n'est plus au disque dur, on est à des serveurs qui commencent à ressembler à ceux de Google ou de Facebook. Donc ça devient très compliqué et très coûteux. Et il y a un plan France Médecine Génomique qui est en train de se mettre en place. L'idée, c'est d'avoir des plateformes qui vont séquencer le génome entier dans un but diagnostique. Donc pour l'instant, il y a 2 plateformes, une en Île-de-France et une dans le Sud-Est. Et l'idée, c'est d'avoir des plateformes qui vont couvrir tout le territoire. Le souci, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, alors que je viens de vous dire qu'on a déjà du mal à payer les analyses de diagnostic de routine. Et surtout, on peut se poser la question, je pense que c'est une question éthique, savoir est-ce que c'est une bonne chose de mettre autant d'argent dans ce genre de technologie, alors qu'on pourrait aussi mettre un peu plus d'argent dans la prise en charge du handicap et les traitements des patients qui sont déjà diagnostiqués. Donc voilà, question ouverte. Pardon. Alors concernant les cliniciens maintenant, ils sont souvent en première ligne. Donc ça va être soit des pédiatres, des généralistes ou des spécialistes. Bien sûr, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas connaître les plus de 7000 maladies rares décrites. Et les médecins sont aussi confrontés avec leurs patients à la complexité du parcours avec une maladie rare auquel ils ne sont pas habitués. Si les maladies sont rares, c'est que les patients sont rares également. Et donc tous ces éléments participent à l'errance diagnostique. Mais on a aussi noté que l'annonce diagnostique, si elle est souvent un soulagement pour la famille, ça reste quelque chose de difficile pour le patient et le clinicien, avec une répercussion familiale importante. Et la prise en charge peut aussi être compliquée à mettre en place, notamment les aménagements dans le milieu scolaire. Donc les médecins proposent des choses et rien n'est fait derrière. Et la question de la prise en charge du handicap invisible se pose. Faut-il intégrer l'enfant complètement ou marquer sa différence, avec un gros problème de reconnaissance du handicap quand celui-ci ne se voit pas. Et pour aider à résoudre un peu tous ces problèmes, on s'est posé la question d'un référent maladie rare au sein des CHU. Donc c'était un peu une proposition. Alors il faudra bien sûr définir son rôle. Est-ce qu'il serait là pour aider plutôt les médecins, les patients, les deux? Peut-être aussi aider au passage entre la pédiatrie et la médecine adulte, et un peu définir son profil. Est-ce que c'est un administratif ou est-ce que ce serait plutôt un praticien?
Alors pour illustrer un problème en particulier, on a pris l'exemple d'une maladie génétique rare qui dispose d'un traitement, ce qui est rare, encore plus rare. Donc c'est l'angioëdème héréditaire ou œdème angioneurotique. C'est une maladie à transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul des 2 parents transmette le gène malade pour être atteint. Donc les symptômes sont des œdèmes sous-cutanés ou sous-muqueux transitoires qui vont récidiver et qui peuvent être mortels s'ils touchent la gorge, enfin le larynx. Donc cette maladie est très probablement sous-diagnostiquée, car souvent confondue avec des pathologies allergiques comme de l'urticaire, et donc le traitement est inadapté, avec des gros risques au moment, par exemple, d'une anesthésie. Donc voilà, juste des exemples d'œdèmes qui ont un risque d'asphyxie. Donc on pense bien que cette maladie, enfin si on arrive à diagnostiquer cette maladie, l'information aux apparentés est très très importante. C'est d'ailleurs une obligation légale depuis la loi de bioéthique de 2011 qui faisait suite à une demande des associations de malades pour optimiser le dépistage et la prise en charge. Donc le patient va en général informer lui-même les membres de sa famille avec l'aide d'un courrier qu'on appelle un courrier d'aide à l'information qui va être transmis par le médecin. Mais souvent, il existe des difficultés intrafamiliales, donc je pense que vous pouvez imaginer, qui rendent compliquée cette information. Et en fait, c'est important de savoir que si le patient ne veut pas informer lui-même les membres de sa famille, il peut demander au médecin de procéder à cette information. Donc, il va fournir les coordonnées de ses apparentés s'il les connaît, et l'information va donc être anonyme. Et donc, dans ce cadre-là, le conseiller en génétique peut être sollicité. Donc, en collaboration avec le médecin généticien, il va intervenir auprès du patient pour lui expliquer sa maladie génétique et lui présenter les risques éventuels de transmission aux membres de sa famille. Et il va aussi pouvoir aider les cliniciens, notamment dans les centres de référence, à élaborer plus facilement les arbres généalogiques et à mettre en œuvre une stratégie de convocation des patients. Alors, concernant la recherche, au niveau de la recherche publique, ça va surtout être de la recherche fondamentale et préclinique, alors que le privé va être indispensable dans le développement des essais cliniques grâce à leur capacité de production et le respect des réglementations. Mais donc se pose le problème du coût des traitements qui sont mis sur le marché, qui sont souvent très élevés, alors que la grosse partie du développement a été financée sur des fonds publics. Donc pareil, question ouverte. Alors souvent, donc, les maladies rares, ça veut aussi dire que les équipes qui travaillent sur une maladie sont rares. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité pour les associations et les malades de connaître ces médecins et ces chercheurs et de travailler avec eux. Alors, c'est aussi parce qu'il faut les pousser, ces gens-là, les chercheurs. Il faut les pousser à travailler ensemble, à ne pas être concurrentiels. Aussi, ça peut faire accélérer les choses quand un chercheur travaille sur une maladie et qu'il pense, il a un patient qui est au-dessus de son épaule et qui lui dit « T'as bientôt fini, quand est-ce que ça arrive ?» Voilà, ça fait bouger les choses. Alors, oui, j'ai bientôt fini. Juste, comment trouver ces professionnels de santé? Alors, il y a PubMed. Vous cherchez, vous mettez, alors évidemment, c'est en anglais, vous mettez le nom de la maladie ou du gène et puis vous tapez treatment ou n'importe quoi. Et quand vous tombez sur les articles, en dessous de l'auteur, vous avez un petit plus avec les informations et vous avez toujours une adresse mail. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux. Alors, avec Google Translate ou si vous êtes bon en anglais, vous pouvez envoyer un mail. Et je pense qu'ils seront toujours très contents d'être en contact avec des patients. Il y a aussi Orphanet. Donc, ça, c'est très connu, mais tout le monde ne sait pas forcément qu'en bas d'une page d'une maladie, il y a un petit encart avec tous les centres experts. Il y a les tests diagnostiques, les associations, et surtout les projets de recherche et les essais cliniques en cours. Sur le site du NIH, donc c'est un site américain, il y a aussi répertorié tous les essais cliniques en cours, pas seulement aux États-Unis, en Europe aussi. Donc pareil, vous pouvez retrouver un peu ce qui se fait
sur votre maladie. Et un point très important, si vous faites des recherches d'articles sur la maladie, vous allez peut-être tomber sur des messages comme ça. Alors, voilà, où il faut payer 51 $ pour 24 jours d'accès à l'article, voire pour 24 heures, 45 €. Si vous voulez tout lire, ce sera 372 €. Donc, c'est un peu cher. Et donc, il faut aussi, avec ces chercheurs, encourager ce qu'on appelle l'open source, donc l'accès aux articles gratuitement. Donc, il y a un site qui fait ça très bien, c'est bioRxiv. Et souvent, d'ailleurs, les papiers sur ce site sont mis avant même d'être publiés dans des articles scientifiques. Donc, il faut vraiment encourager ça. Donc, notre rôle à tous en tant que professionnels de santé, c'est de sensibiliser. Alors, en enseignant aux médecins généralistes, en ayant peut-être un référent maladie rare à l'hôpital, et puis surtout en travaillant avec les associations. Et surtout, le plus important, ce qu'on a déjà dit, c'est toujours donner aux patients le bénéfice du doute et toujours se poser la question « et si c'était une maladie rare ?» Merci beaucoup.